D'où ça vient? Les Vivants au Prix des Morts, c'est que d'abord c'est un roman noir, un roman, enfin j'ai essayé d'y mettre quand même beaucoup de vie, de saison, de lumière, de poésie, mais la vie m'a apporté un roman noir, je vous raconterai comment. Ce titre-là, je ne l'ai pas inventé. Je n'étais pas un bon élève, je vous avais expliqué ça quand je suis venu la dernière fois. Je vous avais dit que j'avais jeté mes lunettes, que je n'y voyais pas, que je n'allais pas à l'école, parce que j'étais terrorisé, on se moquait de moi, on me traitait de quatre-œils. J'ai grandi dans la rue. Et la rue, toutes les rues de Marseille convergent vers le Vieux-Port, ce miroir magnifique qui est le cœur de Marseille, et c'est un miroir. Non seulement on peut se mirer dans le Vieux-Port, mais toute la ville se mire dans le Vieux-Port. Il y a ces odeurs de poissons, de peinture fraîche, de chambre, cette odeur d'aventure. Et sur ce Vieux-Port, plutôt que d'entrer à l'école, comme j'étais très angoissé, j'avais peur qu'on se moque de moi, de mes lunettes, j'allais sur le Vieux-Port et je regardais toute la journée les bateaux, les barques qui entrent et qui sortent. Et j'entendais à midi les poissonnières qui criaient « Les vivants au prix des morts ». Elles parlaient du poisson. Et Marseille est une ville qui malheureusement s'enfonce dans le crime, les règlements de compte, la drogue, le chômage. C'est une ville dure. Et c'est une ville hémiplégique, la moitié de la ville continue à vivre à peu près comme ailleurs, mais les quartiers nord, ce qu'on appelle les quartiers nord, qui sont devenus malheureusement célèbres, sont dans une misère telle que 70% des jeunes sont au chômage et sont obligés pour survivre de vendre du shit et de la cocaïne. Et donc, quand on veut être le parrain de la porte C du bâtiment B, on tue le parrain de la porte C du bâtiment B. Alors qu'avant, les parrains s'entretuaient, les corsos marseillais célèbres, depuis Zampa, Guérini, qui s'entretuaient pour être le parrain de Marseille. Maintenant, c'est pour être le parrain d'une porte. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui s'entretuent. Je vous expliquerai comment, pourquoi, de cette évolution du banditisme marseillais. Il y a des places devant, là, venez. Si vous arrivez à pénétrer... Ça dépend si vous avez des belles gambettes. Oui, je pense qu'il y a de jolies gambettes, c'est pour ça. Il faut surtout avoir un bel appareil sensuel pour écrire. Peu importe qu'on soit cultivé ou pas, ce n'est pas les plus cultivés qui font les plus beaux textes, ce sont les plus sensuels. Et donc j'ai caressé ce cahier comme on caresserait un partenaire, hein, une peau très douce, et puis j'ai commencé à écrire sur l'hiver. Et pendant 15 jours, j'ai écrit sur la neige, sur le ciel, sur les rivières, sur le froid. Et le 15 janvier, j'ai reçu un coup de téléphone et j'ai reconnu une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était la voix d'un de mes anciens élèves, au Baumette, qui avait été pendant 4 ou 5 ans mon élève, détenu, puisque j'anime des ateliers, comme celui qui était là, d'écriture. Et cet homme venait de s'évader pour la 3e fois de prison. Il est venu dans mes ateliers pendant des années, et donc quand il s'est évadé, il a pensé à moi, parce que moi je vais en prison pour les faire écrire, mais je ne les juge pas. Et je l'ai hébergé pendant quelques jours, et mon journal intime, ma chronique des saisons, a basculé dans un roman noir. Voilà, je dis toujours pour résumer que le silence de l'écriture a été percuté par le fracas des balles, et mon roman s'est transformé en quelques heures. Moi, je n'ai jamais programmé ni ma vie, ni mes livres. Chaque fois que je suis tombé très amoureux, que j'ai été percuté par une passion, la veille, bien sûr, je ne le savais pas, c'est le propre de la passion. Hein. Tu bois un café dans un bistrot, et tout d'un coup, tu vois rentrer quelqu'un, et tu sais que ta vie va changer. Ça se passe en quelques... Tu vois, et mes romans arrivent comme ça. Cet homme m'a téléphoné, comme si une femme était rentrée dans ma vie du jour au lendemain, le cœur s'accélère. Là, j'ai basculé dans le roman noir, et puis d'autres fois, j'ai basculé dans la passion, donc j'ai raconté mes passions aussi. Enfin, entre la passion et le roman noir, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, parce que quand on y est passé, on sait que cet homme qui s'est évadé m'a fait moins souffrir que 2-3 femmes qui ont traversé ma vie et qui m'ont pulvérisé. Donc la passion, c'est beau pendant quelques mois, c'est plus beau que tout. C'est une belle question. Jusqu'où on peut aller dans la transgression de la loi? C'est une belle question. Par rapport à une amitié, par rapport... disons que je lui ai dit, je l'ai retrouvé 1 heure après, dans un bistrot, et je lui ai dit, je peux te passer mon appartement 1 semaine, pas plus, parce que je n'avais pas envie d'être pris dans un engrenage. Bien sûr que j'ai été très inquiet, mais je n'ai pas pu lui dire, non, débrouille-toi. Je n'ai pas pu le dénoncer, encore moins, bien sûr. Hein, on ne va pas au commissariat dénoncer un mec qu'on a fait écrire pendant 5 ans. Je n'ai même pas réfléchi. Je lui ai donné les clés de mon appartement en me disant, mais je ne savais pas du tout
que sa fuite allait être aussi sanglante. Oui, Parce sûr. que moi, j'avais en face de moi un homme que j'ai fait travailler, qui s'était évadé, et ma foi, je lui ai prêté les clés de mon appartement. Donc c'est pour ça que je ne crois pas à la loi. La loi n'est pas la même pour tous. Si vous avez des relations, si vous avez des avocats, si vous avez le langage, si vous savez vous exprimer, vous dissimuler, vous ne serez pas frappé par la loi comme si vous n'avez rien. Donc voilà, la loi, elle est la même pour tous, mais les gens ne sont pas pareils justement face à la loi. C'est la phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Je pense, à force de les regarder, qu'il n'y a pas de monstre définitif et que mon rôle, c'est de leur apporter ce que moi je vis, autant de beauté à l'extérieur, les saisons, la beauté des femmes, la beauté de l'être humain quand il est beau. Je leur apporte tout ça. L'odeur de la mer, les voyages, mes souvenirs, on parle de nos mamans. Et je les vois pleurer quand ils écrivent le mot maman. Alors que en prison, on ne pleure pas. Sinon, on est fragilisé. Tu es un PD, comme on dit, si tu pleures en prison. Tu te fais démolir. Eh bien, à l'atelier d'écriture, ils se permettent de pleurer parce qu'on est entre nous. Ils écrivent le mot maman et ils pleurent. Eh bien, quelqu'un qui pleure en écrivant le mot maman, c'est quelqu'un qui n'est pas un monstre. Dans les vivants puis des morts, c'est, je ne sais plus trop où est justement la question morale que vous posiez. Je me dis, mais pourquoi ces gens-là, autant de relations avec eux, alors qu'ils sont infréquentables, et que moi je les fréquente, et que j'y trouve une portion d'humanité en eux. J'ai toujours commencé les romans comme on commence une histoire d'amour, par le premier mot. Le premier mot. D'ailleurs, je vous ai raconté la blague du premier mot. Je suis plus malheureux quand je n'écris pas parce que j'ai peur de ne plus pouvoir écrire. C'est toujours une peur l'écriture, hein. Mais tous les jours, avant de me mettre à mon cahier, moi qui ne sais pas taper sur un clavier, j'écris depuis 40 ans avec mon stylo, sur des carnets, j'adore dessiner chaque mot. On ne dessine pas justement le mot femme, le mot érotisme, comme on dessine le mot voyou. Voilà, on tripote les mots. On les caresse, on les torture, on les insulte, mais selon ce qu'on dit. Hein, c'est ça l'écriture. C'est très, très, très érotique. Mais qu'est-ce que vous m'avez demandé? Parce que je suis malheureux. Je suis malheureux quand je ne trouve pas les mots. Voilà, en tout cas, merci. Vous êtes nombreux. Même si mon immoralité vous a un peu choqué, on ne va pas mieux.